Rentrer dans la bande de Gaza ce matin. Oui, je pense qu'on est les premiers étrangers, entre guillemets, à rentrer dans la bande, c'est vrai. Oui, Comment est-ce que vous avez pu rentrer? Je n'oserais presque pas vous dire que je l'ignore, tant les obstacles ont été nombreux, dans la mesure où c'était une initiative de plusieurs parlementaires, bien entendu avec l'aval, l'appui moral du Parlement, de la Commission, etc. Mais ce n'était pas une délégation officielle puisque les conditions de sécurité ne leur permettaient pas ne permettaient pas qu'on y aille en fait. Et donc on est parti. Quand on est arrivé ici, on a eu une aide énorme des autorités égyptiennes, il faut le souligner. Via aussi l'ambassade italienne, parce qu'une des députées italiennes a fait jouer, Luisa Morgantini a fait jouer vraiment tous ses contacts ici, mais tout le monde s'y est mis. Mais le point important, c'était qu'à l'intérieur de Gaza, nous devions être pris en charge par les Nations Unies, l'UNRWA, l'Office des étrangers des Nations Unies, des réfugiés, pardon, et que l'UNRWA devait avoir pour ça l'autorisation des Israéliens. Or, quand les Israéliens ont appris qu'on voulait y aller, la réaction était assez vive. Ils nous ont dit ils ont dit à nos interlocuteurs que les positions de Louis Michel les avaient profondément choqués, que celles d'Elio Di Rupo aussi, et que vraiment, et puis on ne sait pas pourquoi, c'est là que j'ai dit c'est un mystère. Tout à coup, une heure après le début de la trêve, cet après-midi, on attendait au poste frontière. Les Égyptiens nous ont laissé passer, et les gens de l'UNRWA étaient de l'autre côté. Et il fallait être très rapide parce que on est rentré ici à l'heure locale de 2h30 et on devait être sorti pour 4 heures. Donc on est resté 1h30, 2 heures maximum. Et donc on n'a pas pu monter jusqu'à Gazaville et on était dans les convois humanitaires des Nations Unies et donc on a été voir les centres de réfugiés dont s'occupent les Nations Unies et notamment à Rafah, une école que je connaissais bien parce que ça avait été un centre d'élection au moment des élections législatives et présidentielles qui était bourré de familles déplacées, mais c'était des 300 femmes, enfants, etc. Et qui était à côté, cette école était à côté d'un véritable champ de ruines, de gravats, tout était détruit, et il y avait un contraste entre cette destruction et puis tous ces gosses qui nous agrippaient par le cou, qui grimpaient sur nous, qui nous demandaient comment on s'appelait, etc., qui nous disaient thank you, avec 2-3 mots d'anglais. C'était terrible parce qu'on savait très bien que à 4 heures pile, et ça a commencé avant, les tirs allaient recommencer, les bombes allaient tomber, et que nous on était obligés de les laisser là. Bon, je crois que c'est ça qui m'est le plus dur. Je dis l'impossibilité pour ces gens, ces populations civiles, de sortir de cet enfer, et en même temps leur reconnaissance, leur espoir, en disant mais revenez. Et la trêve allait finir et un quart d'heure avant qu'elle ne finisse, on voyait se masser déjà les hélicoptères, on entendait tomber des bombes et quand on a franchi la frontière de Rafah du côté égyptien, à ce moment-là, il y a une bombe qui est tombée à 200 mètres de nous. Donc on s'est mis à courir nous aussi dans tous les sens. Et pourtant on était déjà du côté égyptien, mais elle était tombée tellement près de l'endroit qu'on venait de quitter que c'était assez terrible. Mais c'est surtout terrible et impossible pour moi à admettre qu'on puisse faire une guerre. Déjà, faire une guerre, pour moi, c'est difficile, mais faire une guerre dans ces conditions-là, avec une population prise au piège, Gaza est bourré d'enfants, de gosses isolés. On n'imagine pas, quand on n'y a pas été, à quel point c'est bondé, et tirer là-dedans, je sais pas, on sait qu'on devra retourner à la table des négociations. Il y a eu une résolution des Nations Unies, et en dépit de tout ça, jusqu'à présent, cette résolution n'est pas appliquée, ça on a pu le voir sur le terrain. Et le message que l'ONU nous a demandé de dire, c'est de grâce qu'on préserve les civils,
c'est pas possible. Nous ne parvenons plus à les préserver nous-mêmes. Et ces civils, donc vous m'avez expliqué en avoir vu toute une série rassemblée dans une école. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est ce que vous avez pu voir sur le trajet. Les rares, les civils se cachent entre les maisons bombardées. Non, pas du tout. Là, c'était des familles qui avaient été rapatriées parce qu'il y avait eu des décès, ils avaient perdu des enfants, des conjoints, etc. Vous entendez les ambulances passer, elles passent tout le temps. Ce sont les repatriements, ce que vous entendez comme bruit, ce sont les repatriements de ceux qui sortent de Gaza, où les ambulances sortent dès la fin de la trêve et on les voit filer sur la route. Non, ce qui est incroyable, en tout cas pendant la trêve, puisqu'on est passé pendant la trêve, c'est de voir dans la rue les petits ânes, puisqu'il n'y a quasi plus de voitures, les petits ânes, des gens partout, etc. Et ce qui est rassemblé par l'UNRWA, c'est environ 30 000 personnes dans des abris partout. Ils m'ont dit le nombre de ce qu'ils appellent les shelters qu'ils ont, mais un nombre très élevé. Là, ils mettent les gens qui vraiment n'ont plus rien, quoi, ont tout perdu ou ont perdu des proches et sont dans un état de désespoir complet. Et donc, partout autour de ça, on voit à la fois rire et pleurer toutes ces familles. Des femmes pleuraient parce qu'elles avaient perdu 3 enfants. Il y avait des gosses qui étaient en train de dormir malades, peut-être pas très malades, même couchés par terre sur des gravats. Et puis cette impression d'une densité, de foule et d'espoir en nous voyant. Alors il faut absolument que ce blocus s'arrête. Il faut que les gens retournent à la table des négociations. Mais on peut pas continuer comme ça. D'accord, écoutez, merci beaucoup Madame de Keyser.